Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Bureau central d'investigation judiciaire arrête un extrémiste partisan de Daesh s'activant dans la ville de Salé. Le BCIJ précise que le suspect faisait la propagande et l'apologie de l'idéologie extrémiste de l'organisation dite État islamique et qu'il s'apprêtait à commettre un attentat suicide. 13 militaires français tués dans le nord du Mali. Ils sont morts dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des organisations terroristes. Ils faisaient partie de la force française Barkhane déployée au Sahel. Des militantes venues du monde arabe réunies à Casablanca pour faire front commun contre les violences faites aux femmes. Une mobilisation dans le cadre d'une campagne mondiale de 16 jours lancée à l'initiative des Nations Unies. De la littérature à la fin de ce journal, l'essayiste et romancière Mouna Hachim revient avec un roman historique, une fresque ayant pour thème la tragique histoire des Morisques, ces musulmans d'Espagne poussés à l'exode. Madame, Monsieur, bonsoir. Un homme de 33 ans a été arrêté dans la ville de Salé par le Bureau central d'investigation judiciaire. Dans un communiqué, le BCIJ précise que le suspect faisait la propagande et l'apologie de l'idéologie extrémiste de l'organisation dite État islamique et qu'il s'apprêtait à commettre un attentat suicide. Plus de développement avec Mamadou Diaye. Âgé de 33 ans, l'homme s'activait dans la ville de Salé. Les investigations ont révélé que le suspect serait partisan de Daesh. Il suivait un mode opératoire plus connu sous l'appellation de loup solitaire. L'homme faisait la propagande et l'apologie de l'idéologie extrémiste de l'organisation terroriste via les réseaux sociaux, précise le Bureau central d'investigation judiciaire. Des investigations qui ont également révélé les projets imminents d'attentats suicides dans le royaume, en relation avec des dirigeants médiatiques de Daesh et avec des sympathisants de ce groupe à l'étranger. Le prévenu aurait également diffusé des enregistrements expliquant les méthodes de fabrication d'explosifs et des ceintures explosives. Le mis en cause sera ainsi déféré devant la justice une fois l'enquête conduite sous la supervision du parquet compétent sera achevée. Son arrestation par le Bureau central d'investigation judiciaire s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus de la Direction générale de la surveillance du territoire visant à faire face à la menace terroriste. Et la lutte contre le terrorisme est au cœur de la réunion des chefs de police d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. À Marrakech, ils se sont retrouvés pour renforcer l'action commune face à la menace terroriste et toutes les formes de criminalité. Cette coopération se fait avec le soutien de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. C'est la première fois qu'une telle réunion est organisée en dehors du quartier général d'Interpol basé à Lyon. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouskri, le récit est de Mehdi Foudi. Représentant des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que d'autres pays africains, ces chefs de police se réunissent pour examiner les moyens et les mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer leur collaboration sécuritaire. Cette réunion se tient sous l'égide de l'Interpol. Elle vise à lutter contre les diverses formes de criminalité auxquelles font face les pays participants. Le Maroc est le premier pays à avoir gagné la confiance de l'Interpol pour organiser cette 4e réunion en dehors de son siège. Notre pays est engagé dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime organisé transfrontalier. Au programme de cette réunion, plusieurs débats autour des différents défis sécuritaires auxquels sont confrontés ces États. Une occasion pour le Maroc d'exposer son expérience sécuritaire et de renforcer davantage sa coopération avec l'Interpol et les autres pays participants. Le Maroc joue un rôle très important dans la protection de ses citoyens, mais il déploie également d'énormes efforts concernant la promotion de la paix, la préservation de la stabilité et la consolidation de la sécurité au plan régional et international. Ils sont 21 chefs de police à prendre part à cette réunion annuelle de 2 jours. L'enjeu est de consolider l'échange des expériences et des expertises en vue de mettre en place les bases d'une coopération sécuritaire collective, efficace et efficiente. La menace terroriste et les enjeux sécuritaires préoccupent également les pays du Sahel, notamment au Mali. Dans le nord du pays, 13 militaires français ont été tués aujourd'hui. Ils sont morts dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des organisations terroristes. Rizlan Taibi. L'effroyable information a été communiquée ce matin par l'Elysée. Mais c'est hier, vers 19 h, que l'accident a eu lieu. 2 appareils, un Tigre et un Cougar, qui opéraient dans la région de Liptako, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, se sont vraisemblablement percutés.
La collision a coûté la vie à 13 militaires de la force Barkhane, relevant de plusieurs unités parmi lesquelles figuraient des groupements commandos parachutistes et des troupes de montagne. Ils étaient mobilisés dans une opération que l'état-major qualifie d'opportunité contre un groupe armé djihadiste. Naturellement en France, à l'hôtel de Brienne, c'est la consternation, puisqu'il s'agit de l'événement le plus meurtrier pour la mission française au Sahel, depuis son déploiement au Mali en 2013, puis dans l'ensemble de la région en 2014. Nous recevons un soutien précieux de nos alliés européens et unissons nos forces pour protéger l'Europe du fléau du terrorisme. Nous sommes debout, unis, résilients. Florence Parly avait en effet promis récemment que pour aider les Français à accompagner les Maliens au combat, les forces spéciales européennes seront déployées au Sahel l'année prochaine. En Algérie, la contestation ne faiblit pas. Pour la 40e semaine consécutive, les étudiants ont manifesté dans la capitale Alger. Ils protestent contre la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Un scrutin pour lequel se présentent 5 candidats, dont 2 anciens premiers ministres. Les pays arabes affichent une position commune sur la question des colonies israéliennes. Les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe se sont retrouvés au Caire. Ils rejettent la décision américaine de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie. Amina Ben Khalq. Un avis unanime, celui des pays de la Ligue arabe, dont le Maroc, qui condamne la nouvelle position de l'administration américaine. Washington, qui ne veut plus considérer comme illégales les colonies israéliennes sur le territoire palestinien. Ce que l'administration américaine a décidé de faire met un terme à son rôle d'intermédiaire, surtout après 3 ans d'action unilatérale et de pression sur le peuple palestinien. Pour les pays de la Ligue arabe, toutes les colonies israéliennes installées sur des terres palestiniennes, y compris à Al-Quds Est, compromettent le processus de paix souhaité, c'est-à-dire la solution à 2 États. Le ministre des Affaires étrangères et de l'autorité palestinienne, lui, tire la sonnette d'alarme. La décision américaine est une menace pour l'ordre mondial actuel et pour le multilatéralisme. Elle est dangereuse pour la Palestine, mais aussi pour l'ensemble des pays à travers le monde. Cette position risque d'envenimer la situation sur le terrain, selon la Ligue arabe, qui parle dans un communiqué de décision non avenue et sans effet juridique. Elle est surtout en rupture avec la tradition diplomatique américaine, précise le document. De fortes intempéries s'abattent sur le sud-est de la France. Des effondrements de terrain et des coulées de boue ont été constatés. Ces intempéries ont fait 4 morts et une personne est toujours portée disparue. Les pluies ont également causé d'importants dégâts matériels. Les perturbations météorologiques touchent également la rive sud de la Méditerranée. Au Maroc, la vague de froid se poursuit dans plusieurs régions. C'est le cas notamment à Ouarzazate. En raison de la forte baisse des températures, les habitants des zones rurales s'approvisionnent en bois de chauffage. Ils prennent néanmoins les précautions nécessaires face au risque d'asphyxie au sein des habitations. Exemple dans la commune de Aïd Zineb, dans ce reportage de Nzab Azizi et Hassan Belalim, le récit est de Amina Ben Khalq. Elle se réveille à l'aube pour s'approvisionner en bois de chauffage. Les habitants de Tikeb dans la commune d'Aïd Zineb parcourent chaque jour des kilomètres à pied pour collecter ces bâtonnets. Une source d'énergie indispensable dans une région où le mercure atteint les 4 degrés. Seule une minorité dans ce village dispose de chauffage électrique ou a recours au charbon. La plupart des habitants utilisent du bois ou des bâtonnets trouvés dans la forêt avoisinante. Même s'il est considéré comme l'un des moyens les moins dangereux et les plus écologiques, le bois présente des risques comme celui d'une intoxication au monoxyde de carbone causée par une mauvaise combustion. En cas d'intoxication au monoxyde de carbone, il faut dans un premier temps aérer la pièce où l'on se trouve. En ouvrant toutes les fenêtres, il faut ensuite transporter la victime dans un autre endroit. De simples maux de tête ou des nausées peuvent être les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone qui peut s'avérer mortelle. Le CO, un gaz extrêmement dangereux car inodore, est donc difficile à détecter.
À Casablanca, une chute de pierres a causé ce matin l'arrêt du tramway dans le centre-ville, des pierres provenant d'un bâtiment situé près du marché central. Des équipes d'intervention ont été immédiatement mobilisées pour déblayer et sécuriser la zone. La campagne contre les violences faites aux femmes se poursuit, une mobilisation mondiale de 16 jours lancée à l'initiative des Nations Unies. À Casablanca, des militantes venues de plusieurs pays arabes se sont réunies pour débattre, échanger les expériences et faire front commun contre toutes les formes de violence visant les femmes. Reportage Daoud Alouane et Issa Massoul, le récit de Mamadou Diaye. Venue du Soudan, Samia Al-Hashim, avocate, découvre lors de cette rencontre de Casablanca une nouvelle expérience dans le domaine des droits de la femme. Une tribune qui lui a permis de partager son expérience avec ses collègues activistes d'autres pays arabes. Nous sommes dans une nouvelle ère après la révolution de décembre dernier. Il y a un grand changement démocratique dans une avancée majeure, mais également la détermination de l'État dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Ces femmes de droit, chacune au parcours différent, partagent leurs expériences et leurs opinions afin d'élaborer un plan commun et unir leurs forces pour une lutte plus efficace contre les violences à l'égard des femmes. Nous devons déployer nos efforts pour que cette question soit unifiée. Il doit y avoir une pression arabe concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. 8 pays arabes prennent part à cette rencontre qui a pour objectif de partager les expériences entre ces différents pays et avec le Maroc. Plusieurs manifestations se déroulent un peu partout dans le monde pour dénoncer ces violences qui persistent à l'égard des femmes. 87 000 femmes tuées en 2017 révèle un rapport de l'ONU, un véritable massacre humain, l'un des pires durant ces 5 dernières années. Focus à présent sur cette directive de l'Ordre des avocats. Cet organisme rappelle que la législation en vigueur interdit aux avocats de bénéficier d'une quelconque forme de publicité, y compris sur Internet. Des règles similaires s'appliquent à d'autres professions libérales, comme les médecins. C'est un reportage de Médim Amellal et Mustafa Sadouni, le récit de Rizlan Taïbi. Le ton de la directive de l'Ordre des avocats est on ne peut plus véhément. Il fustige sans concession la pratique jugée antidéontologique de certains professionnels qui auraient fait de leur prestation de service un produit de consommation dont ils s'avisent de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'était un rappel à l'ordre destiné à ceux qui transgressent l'article 35 de la loi relative à notre métier. Cet alinéa interdit formellement aux avocats de faire de la publicité afin d'attirer les clients. Les contrevenants ont été convoqués devant le conseil de discipline. En effet, à l'exception d'un papier en tête et d'une plaque professionnelle dont la taille est strictement réglementée, aucune autre forme de publicité n'est autorisée pour les avocats, tout comme les médecins. Ces derniers sont également interdits de toute action tendant à promouvoir les gestes médicaux qu'ils peuvent accorder à leurs patients. La loi qui encadre notre profession est claire. Le deuxième alinéa de l'article 131-13 affirme que la médecine n'est pas un commerce. La médecine n'est pas un commerce. Toute communication émise par un praticien doit être purement et uniquement informative. La loi stipule aussi que les consultations médicales ne peuvent se faire que dans un cabinet ou une clinique et doivent impérativement inclure un examen clinique, ce que la téléconsultation via Internet ou par téléphone ne permet pas. Le patrimoine géologique national est célébré à Rabat. Il s'agit de la 2e édition de la Journée nationale du patrimoine géologique. À cette occasion, le réseau africain des géoparcs de l'UNESCO a vu le jour. Il servira de cadre à l'action commune à l'échelle du continent. L'essayiste et romancière Mouna Hachem publie un nouveau roman historique basé sur des événements et des personnages réels. Les manuscrits perdus a pour thème la tragique histoire des Morisques, ces musulmans d'Espagne évangélisés par la contrainte au XVIe siècle, puis poussés à l'exode. Une fresque qui fait écho à la situation des réfugiés contemporains. C'est un reportage de Samia Harissi et Amin Haddou.
Contraints de quitter leur maison ou évangélisés par la force, l'histoire des Morisques est assez méconnue. Au XVIe siècle, leur conversion récente, sujette à caution, ainsi que leur spécificité culturelle, dérangeait la société et les autorités espagnoles de l'époque. Certains préféreront les routes de l'exil. C'est cette tranche de l'histoire que Mouna Hachim a choisi de mettre en scène dans son dernier ouvrage, Les manuscrits perdus. À travers le parcours d'un Morisque, Ahmed El-Hajari, alias Diego Bejarano, né en Andalousie vers 1568 et exilé à Marrakech. Ce personnage qui a l'avantage de vivre entre plusieurs pays, puisqu'il est né en Espagne, en péninsule ibérique, peut-être dans la région de Grenade, selon les différentes versions, qui va se retrouver d'abord à Mazagan, qui était à l'époque sous occupation portugaise. De là, il va s'échapper à Azemmor, qui est la terre musulmane la plus proche, et de là à la cour du sultan saadien Ahmed al-Mansour. Partout où il va rencontrer des personnalités politiques et des personnalités intellectuelles de premier plan, avec lesquelles il va avoir des débats très très intéressants et qui nous intéressent aussi aujourd'hui. Ahmed El-Hajari est dépêché en tant qu'ambassadeur en France et aux Pays-Bas. Sa mission consiste à inciter ces pays à accorder la sécurité et l'aide aux Morisques sur les routes de l'Exode. Un récit basé sur des événements réels et curieusement, certains rappelleraient même des épisodes médiatiques très contemporains. Il y a des parallélismes quand même qui sont étonnants. D'abord, il y a la question de problèmes d'assimilation, d'intégration, de population, disons, minoritaire, le rapport à l'autre, le rapport à la religion de l'autre, à sa culture, à ses croyances. Et on voit bien que ça fait toujours débat, encore aujourd'hui, dans les plus grandes démocraties. Pour se documenter, Mouna Hachim a écumé les bibliothèques et les archives du Maroc et d'Andalousie sur les pas de ce personnage hors du commun. Les manuscrits perdus, un roman historique palpitant, écrit dans un style narratif presque cinématographique, une réflexion sur l'histoire, un regard sur le présent. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un homme de 33 ans a été arrêté dans la ville de Salé par le Bureau central d'investigation judiciaire. Dans un communiqué, le BCIJ précise que le suspect faisait la propagande et l'apologie de l'idéologie extrémiste de l'organisation dite État islamique et qu'il s'apprêtait à commettre un attentat suicide. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.